Je définis l'imaginaire des peuples donc comme une façon d'être et de faire. Peut-être d'abord peut-on dire que les individus eux-mêmes qui constituent les peuples ont un propre imaginaire qui s'insère dans le peuple dans lequel ils sont. Au fond, l'individu, à partir du moment où il est conscient qu'il va mourir, veut donner sens à ce qu'il fait, à ce qu'il vit, et c'est ce sens qu'il donne et qu'il doit donner qui fait qu'il y a une nécessité qu'il se constitue en société, qui s'assemble. C'est le propre des sapiens. De sorte que les échanges entre les individus portent sur des choses qu'ont en commun ces individus, qui est justement cette façon de s'approprier le réel pour s'y mouvoir collectivement. Et c'est là où on arrive à l'imaginaire. Alors, l'imaginaire des tribus, des ethnies, des peuples, des nations aujourd'hui, peut-être plus tard d'autres types de formes, mais pour l'instant ce sont les nations. Il y a eu des imaginaires d'empires qui venaient se superposer aux nations, mais pour en rester au plus simple, l'imaginaire des peuples ou l'imaginaire des nations, c'est cette façon de s'approprier le réel au travers d'images, d'où le terme d'imaginaire que j'utilise, d'images, de représentations, de croyances, d'institutions, de politiques à la tête de ces institutions, mais aussi de normes juridiques, de normes éthiques, et puis de rapports sociaux. Comment les individus organisent leur production, leur échange, comment ils se répartissent les biens et services. Et donc, ce mécanisme d'appropriation construit des cohérences qui peuvent échapper aux individus eux-mêmes quant à leur façon de ressentir, de croire dans des religions, de penser, de créer des œuvres artistiques, par exemple, de travailler, d'innover, de consommer, d'épargner, de se déployer sur Internet, même de guerroyer, de façon de mener la guerre, ou de réagir face à une pandémie comme celle du Covid, où on voit bien que selon les pays, c'est le même fléau, ce sont à peu près les mêmes outils, les mêmes armes, et chaque pays réagit différemment. L'imaginaire d'un peuple se construit au moment de l'assemblement de ce peuple. Au fond, c'est une sorte d'impression qui va ensuite perdurer parce qu'elle noue un certain type de rapport qu'a le peuple au monde et rapport quant à la façon dont il va organiser sa diversité, ses contradictions, de ses origines ou de ses intérêts, et puis ce qu'il a en commun, car une société, d'abord, avant que de se diviser, elle s'est constituée à partir de choses en commun. Et donc, cette matrice qui dépend de la façon dont le peuple s'assemble, elle va ensuite inonder les différentes sphères de la société. Ainsi, l'identité des entreprises, qui procèdent à la fois de leur culture, dépendant elle-même des métiers, de l'histoire capitalistique ou publique des entreprises, qui procèdent de son management et de l'incarnation du président, qui procède du projet de déploiement sur les territoires ou les marchés. Chaque entreprise a sa propre identité, mais elle est elle-même baignée dans un imaginaire des peuples, qui font que les façons de manager ces entreprises sont fort différentes, évidemment, selon les pays. Et puis, l'imaginaire d'un peuple, elle vaut pour le territoire à l'intérieur de frontières, mais ce territoire est lui-même
façonnés, assemblés par des sous-territoires à l'intérieur même des nations, ce que j'appelle l'esprit des lieux. Sans doute on en reparlera pour la France, mais pour ne prendre que la France qui pourtant est perçue à juste titre comme assez homogène sur ses territoires, eh bien l'esprit des lieux de la France de l'Ouest n'est pas l'esprit des lieux de la France de l'Est. On le voit en termes de création d'emplois, type de vote, rapport à l'Europe, rapport à la norme. Par exemple, l'esprit des lieux du pays d'Oc n'est pas de même nature que le de pays d'Oï. À l'intérieur de la Bretagne, il y a des pays bretons fort divers, mais toutes ces différences d'esprit des lieux, quand même, s'insèrent dans un imaginaire national, français, avec un modèle territorial qui a ses singularités. Donc, l'imaginaire d'un peuple procède de la façon dont il s'est assemblé au départ. Il se décline et il se répercute dans le temps et il imprime spatialement des esprits des lieux différents et je dirais spatialement ou professionnellement des identités d'entreprise ou d'État évidemment fort différents. Le fonctionnement des États, leur conception même diffère d'un pays à l'autre. Donc l'imaginaire d'un peuple, pour moi, c'est une structure, une matrice, un mécanisme, bref, un contenant toujours pérenne, toujours le même au travers des décennies et des siècles. Ce qui bouge, ce sont évidemment les contenus. Les croyances religieuses évoluent, les institutions changent, il y a des transformations, il y a des révoltes, il y a voire des révolutions. Les rapports sociaux, évidemment, eux aussi changent. Les doctrines peuvent elles-mêmes changer, les règles juridiques changent, mais au fond, toujours selon les mêmes modalités. De sorte que pour moi, le cours de l'histoire ne provient ni d'évolution d'idées dans l'histoire qui affecterait les sociétés, ni de l'économie des rapports sociaux, mais plutôt à l'intérieur de l'imaginaire des cohérences ou des incohérences entre les représentations culturelles de chaque peuple, ses institutions et ses rapports sociaux. Si ça fonctionne harmonieusement, les sociétés se transforment. S'il y a des dysfonctionnements, alors on peut aller soit vers des révolutions, passage d'une étape nouvelle, soit par des guerres, parce que les dysfonctionnements internes aux imaginaires font que, pour résoudre ces dysfonctionnements internes, les sociétés sont amenées à venir se cogner contre les autres peuples, au travers de la question des intérêts, mais pas seulement de la question des intérêts, de la question des représentations du monde. De sorte que vous le voyez, pour moi, l'histoire ou le cours des choses n'est pas tant mu soit par des éléments matériels, comme le diraient par exemple les marxistes, soit par les idées, comme le diraient des idéalistes ou les libéraux par exemple, mais plutôt par un mécanisme d'appropriation qui tient ensemble les différentes dimensions culturelles, religieuses, politiques, économiques, sociales, dont ensuite, évidemment, les variations du réel amènent à s'adapter plus ou moins bien. De sorte que, aujourd'hui, on pourrait se dire, comme autrefois Marx disait, l'histoire se répète. C'est-à-dire, on voit, on y reviendra tout à l'heure, j'imagine, aujourd'hui,
ce que certains appellent le retour du passé. Bon, moi je n'utiliserai pas cette formule. Je ne dirais pas que le passé se répète, je dirais que le passé remonte, c'est-à-dire que les imaginaires des peuples bousculés reviennent à des formes archaïques de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que l'histoire ne se répète pas à l'identique, mais il arrive des moments où les réactions des peuples sont effectivement similaires. Alors vous savez que Marx, traitant de Napoléon Ier et de son neveu Napoléon III, se moquait de Napoléon III, constatant les continuités dans l'histoire du bonapartisme. Il disait l'histoire commence comme une tragédie et se répète comme une comédie. C'était une boutade parce que la conception de l'histoire de Marx était prise à défaut par cette répétition lié à la symbolique politique du bonapartisme. Il faisait d'ailleurs référence à une forme antique du théâtre allemand où au même moment la tragédie se joue et puis sur la même estrade, il y a à côté une représentation comique. Mais au fond, il y a des répétitions dans l'histoire qui ne sont pas des répétitions à l'identique quant à leur contenu, mais elles sont à l'identique quant à leur contenant, ce qui fait qu'on peut avoir le sentiment qu'il y a une répétition, et en fait il y a une répétition quant à la façon de réagir ou de se mettre en mouvement d'un peuple confronté à des situations chacune fort singulières et fort différentes.